Éric, bonjour. Bonjour Vincent. Alors les marchés boursiers qu'on avait quittés complètement déprimés fin 2018 ont signé un premier trimestre tout simplement ébouriffant, le meilleur depuis 2009. On peine à croire dans ces conditions, Éric, que les actions présentent encore un réel intérêt au vu de leur valorisation. En d'autres termes, il semble que la valorisation des marchés boursiers laisse peu de place pour aller plus haut. Est-ce que c'est également votre avis ? C'est également notre avis, mais en même temps, on n'a pas une vue directionnelle très marquée. On pense que c'est plutôt des marchés qui vont évoluer dans une certaine volatilité. Il y a deux facteurs qui expliquent l'évolution des marchés, c'est la variation des PER et la variation des profits. Donc si on prend les PER au niveau mondial, ils sont revenus, ils ont remonté évidemment, compte tenu du rebond des marchés. Ils sont revenus se positionner sur leur moyenne mobile à 200 jours. C'est ce qu'on voit apparaître sur le graphique que vous nous avez apporté. Exactement. Et c'est quelque chose d'assez intéressant parce que vous voyez en perspective l'évolution des taux de la Fed. Et quand les taux de la Fed montent, ce qui se passait l'année dernière, normalement, habituellement, on a une baisse des PER. Et dans un premier temps, ce n'était pas le cas. Les PER ont monté en même temps que les taux de la Fed. C'est-à-dire que la correction de 2018 est justement la prise en compte de cette montée des taux de la Fed ? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on a trois cas dans l'histoire où ça s'est passé comme ça. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, c'est quand même des éléments un peu exceptionnels, et plus proche de nous, 87. Et à chaque fois, ça se traduit par, eh bien oui, on repart à la baisse de façon assez brutale sur le niveau du PER. Et après, une fois qu'on a connu ça, on remonte et on se recale sur une moyenne. Donc on voit bien qu'on est arrivé en effet sur un point un petit peu d'équilibre. Et cet équilibre-là, pour casser à la hausse, il va falloir des arguments. Et les profits ne nous les donnent pas encore vraiment. Parce que les profits, et c'est peut-être l'autre graphique qu'on peut regarder, où on voit l'évolution des profits en glissement annuel au niveau mondial. Et en fait, la direction qu'ils sont en train de prendre, c'est de se diriger vers zéro. Alors, ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est que vous mettez justement en parallèle les bénéfices par action des 12 derniers mois avec un modèle qui intègre plusieurs données. Voilà, qui est un modèle assez simple en fait. C'est un indicateur avancé que vous avez créé. C'est ça, et qui est assez simple, c'est-à-dire qu'on reprend les prix des matières premières industrielles, le cours du dollar, le cours des actions divisé par celui des obligations, et puis l'ISM manufacturier. Donc des indicateurs qu'on a l'habitude de regarder et qui nous donnent un peu d'avance, 4, 5, 6 mois, sur l'évolution des profits. Et cet indicateur-là nous indique que pour l'instant, on ne voit pas de retournement. Non, on voit au contraire, si votre indicateur est juste, que la croissance des bénéfices devrait continuer à décélérer. Sur les prochains mois. En même temps, on attend une croissance mondiale aux alentours de 3,5, 3,4, 3,5 sur cette année et l'année prochaine. Donc une stabilisation de la croissance mondiale à un niveau suffisant pour que les profits soient positifs. Et donc on peut estimer qu'à l'horizon d'un an, on aura entre 0 et 5% de croissance. C'est-à-dire que ce que nous indique cet indicateur, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore cette stabilisation vraiment dans notre vision de court terme. Donc des PE qui sont remontés à un niveau correct, on va dire, et un retournement des profits qui, pour l'instant, n'est pas encore vraiment là. Ça ne nous donne pas beaucoup d'arguments pour aller beaucoup plus haut. Mais est-ce que ça ne donne pas des arguments pour baisser ? Parce que vous dites, finalement, on n'a pas de pari directionnel. Aujourd'hui, on ne voit pas le marché partir dans une tendance forte d'un côté ou de l'autre. Et ça, est-ce que ça ne justifierait pas une baisse ? Ça peut justifier une baisse dans un premier temps. Et en même temps, comme on disait, avec une stabilisation de la croissance mondiale à un horizon, un an, voire 18 mois, sur des niveaux suffisamment élevés, devrait empêcher les profits de partir vraiment sur quelque chose de négatif. Donc au total, on a quand même des forces de rappel qui devraient se mettre en place. Les marchés actions, on l'a dit, ont été fortement haussiers en ce début d'année. Ce qui donne à penser qu'ils sont tout de même plutôt sereins quant à l'évolution du cycle de la conjoncture dans les mois à venir. Mais il ne faut pas tenir compte que des marchés actions. Il faut aussi regarder les marchés de taux. Et le message que les marchés de taux envoient semble un peu différent, voire même carrément différent, de celui des marchés actions. Les marchés taux, comment réagissent-ils ? Les taux baissent. Généralement, ça signifie que les investisseurs se réfugient dans le marché obligataire. Et quand ils se réfugient dans le marché obligataire, on peut interpréter ça comme une défiance à l'égard du cycle et des perspectives économiques. Donc là, on a deux messages émis qui sont complètement différents
Lequel des deux marchés se trompe, à votre avis? Alors c'est vrai qu'en apparence, on a des signaux plutôt contradictoires. Et après, il faut regarder en dessous de la surface. C'est-à-dire que quand on creuse un petit peu du côté action et quand on regarde l'évolution du ratio, d'un ratio qui est très intéressant, qui est l'évolution des cycliques par rapport aux défensives. Quand ça monte, ça veut dire que les cycliques surperforment les défensives, et quand ça baisse, c'est l'inverse. Et ça veut dire, évidemment, quand les cycliques surperforment, qu'on croit davantage aux perspectives de croissance dans le monde. C'est ça. C'est un niveau, en fait, c'est un indicateur qui donne bien une bascule. En fait, à un moment donné, en effet, on passe d'un moment où on est plutôt dans un mode d'accélération à un mode où on est plutôt dans la décélération. Alors cet indicateur, l'année dernière, il a baissé régulièrement. Alors, on l'observe en effet dans un graphique à nouveau que vous nous avez apporté. Et alors, on voit une décrue assez sensible. Voilà. En début d'année, rebond des marchés, les cycliques ont commencé à vouloir rebondir un peu plus que les défensives. Et puis, très récemment, les taux longs accélèrent leur mouvement à la baisse, et cet avantage, en fait, qui avait été pris par les cycliques, redescend, ce qui fait que finalement, on est plus sur quelque chose d'une stabilisation entre les deux, plutôt que d'une accélération cyclique. Donc on voit que par rapport aux messages donnés par le marché obligataire, à l'intérieur du marché action, on a bien également quelques incertitudes qui sont mises en évidence. Il n'y a qu'un marché dans le monde où ça se passe un peu différemment, c'est les États-Unis. Oui, j'allais vous le dire. Là, on voit une surperformance des cycliques. Voilà. Alors pourquoi? C'est parce qu'on utilise les indices MSCI, et dans ces indices, en fait, ça comprend la technologie. Et la technologie est le secteur... avec le moteur de la croissance. Voilà. C'est le moteur qui fait qu'on est revenu un peu plus sur les actions, etc., et qui a continué à bien performer finalement dans ce rebond. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il faut regarder en effet sous la surface des choses, et on se rend compte que le marché action envoie des signaux plus mitigés qu'il n'y paraît. C'est cela même. Alors il y a un autre point qui va dans le sens que vous évoquez, c'est-à-dire une relative incertitude, on ne va pas dire méfiance, mais une incertitude, c'est le fait que, si on peut parler de méfiance en fait, c'est le fait que les marchés actions ont progressé en ce début d'année, alors que les flux étaient plutôt sortants sur ces mêmes marchés. C'est un phénomène d'ailleurs qui est un peu troublant, parce que généralement, pour que des marchés montent, il vaut mieux que les flux soient positifs. Comment expliquer que des marchés puissent monter alors que les investisseurs se désengagent ? En fait, c'est parce que les mouvements sont rapides. Et quand vous prenez au mois de décembre, la baisse a été très rapide aux États-Unis. Et ça a été initié. Enfin, les marchés ont baissé tranquillement, on va dire, l'année dernière. Et les États-Unis ont baissé fortement en décembre. Donc, on va dire que beaucoup d'investisseurs ne sont pas sortis à ce moment-là. Donc, s'ils ne sont pas sortis, ils ne vont pas re-rentrer quand ça remonte. Et deuxième remarque qu'on peut faire, c'est qu'on est sur un plateau des taux de la Fed qui nous montre qu'on est, après les avoir montés, donc on est plutôt sur une maturité du cycle. Et quand on est sur ce positionnement, les gens qui ont tendance à revenir pour jouer la fin de cycle, l'accélération, etc., c'est plutôt des particuliers. Donc, et ils achètent quoi d'ailleurs? Ils achètent les valeurs qui ont bien marché pendant le cycle, c'est-à-dire cette fois-ci la technologie, qui tient bien d'ailleurs. Donc on a voilà, je pense que c'est un phénomène qui a été très rapide et en effet qui n'est pas suivi de flux, mais on peut trouver une justification. Alors vous avez mentionné le plateau de la Fed. Alors c'est un phénomène qu'il va falloir regarder de près. Je vous propose de le faire dans une autre émission parce qu'il va falloir s'attarder un peu sur le sujet. D'un point de vue global, concernant le cycle, finalement, votre opinion, quelle est-elle? Est-ce que ce cycle peut se prolonger? Oui ou non? Ou va-t-il vraiment basculer? Alors, si on reste à nouveau sur ce ratio cyclique défensif, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il subit deux influences majeures. La première, au niveau macroéconomique, ce sont les taux d'intérêt et les taux longs. La deuxième sont les prix des matières premières. Les taux longs, ils sont plutôt tirés par les États-Unis. Et on a vu récemment que les taux longs avaient tendance à baisser. Et sur le graphique, on peut voir que les taux longs, en effet, ont plutôt tendance, quand ils baissent, à entraîner le ratio plutôt à la baisse. Le ratio cyclique sur défensive. Absolument. Et à l'inverse, quand on prend le second graphique, on voit que les prix des matières premières industrielles ont eu tendance à remonter et évoluent également en parallèle avec le ratio cyclique sur défensive. Donc on voit qu'on a deux forces. On a les taux longs,
les matières premières industrielles, on a les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Ce sont des forces antagonistes. Voilà, antagonistes qui, pour l'instant, se compensent quelque part et ne donnent pas encore vraiment la réponse définitive sur l'issue du cycle. Et on a bien donc ce ralentissement américain et cette relance chinoise. Et peut-être l'élément, le baromètre qu'il va falloir regarder pour répondre à cette question, c'est le dollar. Parce que si on a les taux de la Fed qui arrivent sur un plateau, si on a la relance fiscale américaine qui est maintenant de l'histoire ancienne, du passé, et donc un ralentissement américain, le différentiel de conjoncture avec le reste du monde a tendance à diminuer. Donc logiquement, on devrait avoir un dollar qui va également se déprécier. Donc il faut surveiller le dollar en priorité. En priorité, je pense que c'est le baromètre qui va donner cette chose-là. Si en effet il se déprécie, eh bien ça sera plutôt favorable aux marchés émergents. Ça va plutôt aider la Chine dans ses efforts de relance. Si au contraire, il a tendance à s'apprécier, ça sera un signe d'aversion au risque qui arrive quand vraiment tout est fini. Donc je pense que le dollar qui est aujourd'hui, lui aussi sur une sorte de plateau, je veux dire, il n'a pas pris encore vraiment sa décision de quel côté il allait basculer. Je pense que cet élément-là sera un renseignement très intéressant à suivre. Bon, là, vous avez exposé en effet les clés d'interprétation, mais vous penchez de quel côté? Alors nous, on est plutôt du côté favorable, puisque, je le mentionnais tout à l'heure, on s'attend à une croissance mondiale de l'ordre de 3,5%, 3,4, 3,5%, mais à un niveau suffisant, on va dire, pour que la croissance des profits reste en territoire positif. On peut joindre à ça d'autres types d'analyses. Quand on parle de l'inversion de la courbe des taux, qui est en train d'arriver en ce moment, quand on a une inversion de courbe des taux, évidemment, on se pose la question, est-ce que ça ralentit? Est-ce qu'on va en récession, etc. C'est un signal qui se délivre à 12-18 mois. Ce n'est pas un signal pour le temps court. Et on a le même type de renseignement sur les marges des entreprises. Aux États-Unis, on a un top des marges sur des entreprises. Quand on a un top de marge comme ça, historiquement, il faut 6 trimestres en moyenne pour avoir une récession. Donc, c'est un temps court et long. C'est-à-dire que quand on a une perspective à 10 ans, on peut se dire, bah oui, à un moment donné, devant nous, on va avoir cette récession, ce ralentissement marqué, etc. Quand on a un horizon 1 à 2 ans, ça peut paraître long d'avoir potentiellement une fenêtre d'une année, on va dire, pourquoi pas la deuxième partie de cette année, la première partie de l'année prochaine, qui offre encore des perspectives. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on a une maturation du cycle qui nous rapproche évidemment de son terme, mais qu'on a encore des choses à faire sur les marchés d'actions. C'est ça, c'est ça. Et plus spécifiquement, où alors, si on prend les arguments que j'ai mentionnés jusqu'à présent, vous voyez bien qu'il y a cet équilibre entre les États-Unis et la Chine qui est en train de se produire. Et en effet, je pense qu'au niveau géographique, régional, c'est plutôt les pays émergents qui devraient tirer leur épingle du jeu. En tout cas, tous les facteurs, si ça se passe bien, sont plutôt en leur faveur. La relance de la Chine, le dollar, si en effet c'est lui qui nous donne la direction, et puis cet accord commercial qui est en train d'être signé vraisemblablement entre la Chine et les États-Unis va également favoriser cette partie-là du monde. Donc, d'un point de vue régional, les pays émergents nous semblent être une région intéressante. Est-ce qu'on ne surestime pas tout de même l'impact, la portée, l'envergure de la relance chinoise, qui n'est en rien comparable à celles qui ont précédé, je pense à celle de 2008 et puis celle de 2016 également, en termes de volume. Alors, en 2008, on était à 13% du PIB chinois. C'est ça. Et aujourd'hui, on est à 2-3%. C'est ça. Et on était à peu près au double, un petit peu moins du double en 2016. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, ça descend, et sur une masse plus importante, mais néanmoins, à chaque fois, ça descend. Ce qui est intéressant à voir, c'est que la Chine, elle gère son ralentissement, finalement. Parce qu'en fait, elle commence à être un peu endettée. Globalement, elle a quand même énormément cru depuis des décennies maintenant. Et donc, elle doit ralentir, et elle gère ce ralentissement par des périodes de 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, elle va plutôt avoir tendance à relancer, puis après, elle va avoir tendance à laisser dériver plutôt un peu à la baisse, sur des niveaux qui restent élevés de croissance, puisqu'on parle quand même de croissance à plus de 6%. Hein, donc, voilà. Et donc là, on est dans la phase où elle a tendance à relancer. Alors c'est vrai que l'amplitude du mouvement n'est pas aussi démonstrative qu'il a pu être par le passé, mais pour autant, elle a pris cette direction.
Donc c'est plutôt une direction intéressante, si tant est que les États-Unis, eux, ne décalent pas trop à la baisse non plus, quoi. Bon, on a bien compris, des actions, oui, mais plutôt émergentes. Eric, merci. Merci.